Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Nous verrons donc une partie aujourd'hui sur les actions. Nous verrons également les indices, une actualité des entreprises pour commencer. Nous regarderons ensuite deux indices, toujours avec le Dow Jones. Et puis nous regarderons également le DAX 30. Et puis par la suite, nous regarderons donc les actions. Les actions aujourd'hui, nous regarderons Hertz et Wirecard, deux sociétés qui sont très surveillé par les investisseurs, notamment plus récemment bien sûr Wirecard avec une baisse de 64%, Hertz qui était plutôt en forte baisse avec la faillite, et puis par la suite nous avons eu une hausse. Nous verrons donc tout cela au travers de la partie action. Pour commencer donc, nous commençons, je le disais, l'actualité des entreprises. Alors Hertz, nous le verrons plus en détail. La SEC donc aux États-Unis qui interdit l'émission de nouvelles actions. Mais nous regarderons donc cela plus en détail dans la partie action. Vinci, l'impact donc du Covid sera significatif donc sur l'exercice 2020. Bien sûr, Vinci qui a des concessions dans les autoroutes, mais également dans les aéroports, bien sûr, sera fortement impacté au premier semestre, mais également au deuxième semestre, principalement avec le secteur aérien. Le secteur aérien, nous en parlons également avec Lufthansa, le plan de sauvetage donc à 9 milliards d'euros, soutenu par l'État allemand qui doit prendre 20% donc dans le capital de la société, prendre 2 sièges au conseil d'administration en échange justement de ce financement à 9 milliards. Il pourrait y avoir justement un soutien qui n'est pas suffisant au niveau de l'Assemblée générale, et donc nous regarderons cela avec attention, même si le gouvernement allemand semble plutôt serein. HSBC qui va reprendre sa procédure de licenciement, des licenciements de 35 000 emplois sur 235 000 employés, donc qui avait stoppé cette procédure de licenciement pendant la crise, mais précisait donc qu'il était temps de reprendre cette restructuration et ces emplois, donc 35 000 sur 235 000 employés au niveau mondial. Pour terminer, Google, un espionnage donc massif par des logiciels qui sont malveillants, qui cibleraient les utilisateurs au travers de téléchargements et de compléments sur les moteurs de recherche et qui pourraient cibler plusieurs dizaines de millions de personnes. Voilà donc rapidement sur l'actualité des entreprises. Nous passons donc sur les indices. Nous allons donc voir ici les indices d'abord américains et puis nous passerons, en tout cas, pardon, nous allons voir le DAX 30 pour commencer et puis nous verrons par la suite, nous regarderons donc l'indice américain. Ici, nous sommes en hebdomadaire. On va passer en plein écran. On va regarder tout de suite plutôt en journalier avec une séance qui est plutôt volatile, une séance sur les futurs qui était plutôt en baisse. Et puis, nous avons eu un par la suite en début de séance, et puis pas de soutien finalement, notamment des publications américaines que nous avons vues tout à l'heure, ces publications américaines qui ont déçu, mais bien sûr on le voit, les marchés qui restent tout de même confiants. Il y a eu également un rebond soudain à 10h30 ce matin avec une communication de la CDC en Chine donc qui précisait que l'épidémie, ou en tout cas que le nouveau risque d'épidémie à Pékin était déjà terminé. Alors on en a entendu parler ce week-end et puis il semblerait que cela soit terminé. Ça a permis, et on va le voir, on va le voir plutôt ici en 15 minutes très rapidement, il y a eu tout de même une volatilité importante sur le DAX, depuis les futurs, donc on a eu tout de même une baisse importante dans la nuit, un retour haussier, avec ce pic que l'on voit ici justement, 10h30, je le dis, cette information de la CDC en Chine, qui finalement n'a pas permis une accélération et nous avons à nouveau, nous allons le voir d'ailleurs, ce niveau des 12 430 qui est sous surveillance et qui a donc amené à une nouvelle chute importante. Ici les publications américaines qui ont tout de même permis donc le rebond, en tout cas à l'indice et aux indices de se maintenir, malgré donc c'était les nouvelles créations, les nouvelles inscriptions au chômage, qui sont au-dessus de ce qui était prévu. 1,5 million au lieu de 1,3 million donc de nouveaux inscrits, de nouvelles inscriptions, et donc des chiffres qui sont décevants bien sûr, mais les marchés restent confiants parce que nous avions tout de même une baisse plus importante, et depuis cette publication à 14h30, eh bien les marchés rebondissent malgré une publication qui est décevante, mais cela n'intéresse que peu les marchés. Il y a des risques donc importants sur l'économie, mais cela on en parle depuis un certain temps et les marchés n'y prêtent absolument pas attention. En revanche, on entend justement que il y aura un V-shape et donc que les marchés c'est tout à fait pour certains acteurs du marché, que les marchés c'est tout à fait normal que cela progresse
régresse parce qu'il y aura un V-Shep. Donc pour le moment, le V-Shep est totalement écarté selon nous, mais également au niveau du FMI, la Banque de France que l'on a entendu hier, l'OCDE ou encore la Fed. Mais ces personnes qui sont plutôt en faveur d'un V-Shep précisent tout de même que cela va dépendre du coronavirus. On voit ces derniers jours qu'il y a une augmentation du nombre de cas et malgré ce risque, les marchés rebondissent. On le voit donc après cette baisse avec une inquiétude. Eh bien, depuis la Fed mardi, peu importe ce qui se passe, du moment que la Fed annonce des rachats d'actifs, ici c'était sur les obligations d'entreprise, nous avons un rebond des marchés. Un rebond qui n'est pas encore confirmé, nous allons le voir ici. Le graphique en heure avec une résistance, donc on en parlait en 15 minutes, cette résistance sur les 12 430, hein, voilà, l'information chinoise a permis de dépasser ces 12 430 et puis finalement invalidation avec une clôture qui s'est tout de même faite sous les 12 430 et sous les 12 422, c'est 61,8 de Fibonacci. Nous avons donc un retour ici sous les 50%, une hésitation actuellement, donc comme nous avons, j'ai écrit également une analyse sur le DAX 30 justement en précisant ce niveau des 12 430, que la configuration était plutôt baissière. Nous étions ici à ce niveau-là et donc deux échecs sous les 12 430 qui est plutôt une configuration baissière, sans parler bien sûr des risques économiques, uniquement au niveau technique, mais en précisant bien sûr qu'il y a la Fed. Et ici donc toujours un soutien important qui n'a pas envoyé le DAX, en tout cas qui a amené à une baisse pendant les futurs, on l'a vu pendant les 15 minutes, et puis un rebond important. Donc une hésitation, un range qui est en train de se construire ici entre les 12 150, 12 140 points et puis ces 12 430 points. Attention donc, ici un retour à un nouvel échec, 3 échecs donc, qui favorise également au niveau technique plutôt une poursuite de la baisse sous la moyenne mobile de 100 périodes, mais un maintien avec ce double rebond, en tout cas ce maintien au-delà des 12 200. Nous sommes toujours sur une configuration baissière, toujours sans parler bien sûr de la situation économique ou de la situation du Covid. Attention à ce nouvel échec qui pourrait nous conduire à une nouvelle accélération avec cet objectif ici du plus bas récent et également de la moyenne mobile 100. Sous ce niveau, 12 170, 12 160, nous pourrions voir une nouvelle accélération. Nous allons terminer donc en journalier ici. Voilà, avec ces 12 150 également qui correspondent donc à la moyenne mobile 200, les 12 150 que nous avons précisé à l'instant en 1 heure. Et donc sous ce niveau, 12 150, le premier objectif, en cas de clôture ici sous les 11 850, nous pourrions voir une nouvelle accélération baissière. Mais un maintien et un retour au-delà des 12 432 et nous visons ici cette oblique sur les 12 680. Voilà donc sur ce premier indice. Nous passons maintenant au Dow Jones comme nous l'avons vu. Ici le Dow Jones également qui a bien rebondi, mais qui se maintient sous l'oblique, donc un nouvel échec sous cette oblique que nous surveillons, le plus haut donc de la séance d'hier, en tout cas sur les CFD, qui a amené à une nouvelle accélération et un retour sous la moyenne mobile 200 et un test des 25 804. Attention sous ce niveau donc, qui pourrait amener ces 25 804, c'était donc le comblement du gap, en tout cas ce gap qui avait été ouvert avec la chute que nous avions observée, qui avait amené à un échec et un léger retour en arrière avant une nouvelle accélération. Donc attention, échec sous la moyenne mobile 200, on ne parle pas de la situation économique bien sûr, mais ici au niveau technique, même si les marchés sont tout de même fortement haussiers et achètent peu importe ce qui se passe, on va le voir d'ailleurs avec Hertz, attention donc au risque baissier, avec si nous avons justement de nouveaux cas, je parlais de la Chine, mais il y a également les États-Unis. Les États-Unis, de nombreux États donc voient un pic de nombre de cas. Il y a un risque également, c'est en Oklahoma, même si le nombre de nouveaux cas est plutôt 200 nouveaux cas par jour, il y a un rallye donc de Donald Trump qui pourrait rassembler 20 000 personnes dans la même pièce, et c'est donc samedi. Donc nous avons des risques, au-delà de cet exemple bien ciblé, il y a tout de même des risques importants au Texas, en Floride, où nous sommes sur des pics également au niveau global, au niveau mondial, nous sommes au-delà des 150 000. Bon, il y a eu le Chili ici qui a présenté un nombre de cas extrêmement important parce qu'il y a une différence de comptage, mais même sans ces 30 000 supplémentaires au Chili, il y a tout de même plus de 140 000 cas par jour au niveau mondial et donc toujours un risque important. Mais c'est ce que nous surveillons pour le moment, c'est la Chine et les États-Unis également, même si voilà, la communication est plutôt rassurante. Mais attention à ce V-Shep avec les inscriptions au chômage qui ont déçu.
malgré tout, les marchés restent tout de même plutôt haussiers, en tout cas plutôt sur une résistance importante, parce que nous étions, par exemple sur le Wall Street ou d'autres, à une baisse beaucoup plus importante avant la publication des statistiques américaines, malgré qu'elles soient décevantes. 25 800, attention à cette cassure qui nous amènerait à venir tester ce support ici, les 30 suivants, la moyenne mobile sans période et les 25 000 points. Un maintien ici, ce serait donc très probablement un nouveau test de la moyenne mobile 200 et puis un retour ici sur l'oblique et également les 23,6 de Fibonacci. Voilà, nous passons tout de suite donc à la partie action. Comme je le disais, nous allons commencer avec l'action Hertz. Donc, l'action Hertz, donc on en parlait beaucoup de Hertz avec une faillite donc qui a été annoncée. Cette faillite, c'était donc le 23 mai. Nous avons eu Hertz qui s'est déclaré en faillite. Alors, c'est déclaré en faillite dans l'activité aux États-Unis, au Canada. En revanche, en Europe ou encore en Nouvelle-Zélande et en Australie, cela n'est pas concerné. Mais tout de même, le chiffre d'affaires, la principale activité reste l'Amérique, en tout cas les États-Unis. Le principal actionnaire, suite à cette faillite, donc avait été sorti de la société. Il possédait tout de même 39%. Carl Icahn, qui est assez connu sur les marchés et pour les investisseurs, a vendu toutes ses actions à peu près 70 centimes. On va le voir après avec cet engouement des investisseurs, notamment pour des sociétés qui sont en faillite. Elle est montée à près de 6 euros. Donc, ici, nous avons tout de même, pour revenir un peu dans le contexte, une faillite qui a été déclarée après plusieurs, en tout cas Hertz n'a pas pu rembourser donc ses dettes. Il doit 19 milliards de dollars actuellement. Il y a tout de même 38 000 employés qui sont sur la sellette. Non pas tous les employés, parce que comme je le disais, l'Europe et l'Australie et la Nouvelle-Zélande restent donc une activité qui devrait rester a priori pour le moment, en tout cas, même si même en Europe ou en Australie cela est tout de même tendu pour l'activité. Et donc, pendant cette faillite, ou en tout cas, nous avons eu des communications, déjà 10 000 employés étaient prévus, un licenciement de 10 000 employés. Voilà donc la situation au 23 mai avec ces dettes de 19 milliards, cette faillite. Et puis nous avons eu plus récemment une émission d'actions. En tout cas, Hertz a proposé d'émettre des actions pour 500 millions de dollars. Mais prévenait, c'était dans le document présenté à la SEC, donc la SEC aux États-Unis, le gendarme de la bourse aux États-Unis, un peu comme l'AMF ici, présentait donc ce document pour l'émission de nouvelles actions en précisant que les actions pourraient valoir et devraient a priori valoir 0. Donc cette émission d'actions, Hertz voulait profiter justement, on va le voir sur le graphique, de la hausse extrêmement importante entre 42 centimes et près de 6 dollars. De la hausse pour émettre des actions et rembourser une partie de ses créanciers, ou en tout cas pouvoir négocier avec ses créanciers d'avoir 500 millions de dollars de liquidité. La SEC donc a aujourd'hui ou hier en tout cas interdit cette émission. On peut comprendre bien sûr pourquoi. Merci la SEC de protéger les investisseurs. Et il y a tout de même un engouement extrêmement important malgré cette faillite, donc une hausse comme on va le voir tout à l'heure, avec des petits investisseurs qui achètent des actions qui sont en faillite sans s'intéresser aux fondamentaux de la société. Une société qui est en faillite, peut-être pas dans toutes ces régions, en tout cas dans toutes les régions du monde, mais la principale source de revenus, qui est les États-Unis, est en faillite, et le business, en tout cas le secteur, reste sous forte pression. Donc ici, nous avons eu justement ces Robinhood, donc tout le monde parle actuellement, avec 13 millions d'utilisateurs, plus de 3 millions d'utilisateurs supplémentaires, qui est un broker donc aux États-Unis et qui profite à tous ces investisseurs, souvent néophytes, des marchés financiers, mais qui voient donc, bien sûr, on le voit également, une seule direction sur les marchés financiers, et donc qui en profitent pour acheter. Mais pour acheter des sociétés qui peuvent être en faillite, comme Hertz ou d'autres sociétés. On va le voir donc dans un instant. Ici, c'est une bonne nouvelle que la SEC donc refuse de l'émission d'actions de 500 millions de dollars, tout de même un document précisant que ces actions ne valaient probablement rien du tout. Au niveau donc de Hertz et de l'évolution graphique, donc on voit cette évolution, on va voir sur l'évolution du groupe depuis plusieurs années, cela n'est absolument rien. Voilà donc Hertz. Tout de même plus de 120 ici, 120 donc au niveau
pardon, en 2014-2015, hein, il y a à peine 6 ans, donc nous étions sur les 120. Nous sommes descendus, donc comme je le disais, au plus bas, ici sur les 42 centimes, me semble-t-il, 40 centimes, 41. Et puis ici, une hausse extrêmement importante, donc depuis ici, nous avons eu 1000% de hausse, donc en l'espace de 2 semaines. Sans réelle intention, sans réelle bonne nouvelle hein, sur la société qui reste en faillite dans sa principale région. On ne va pas faire d'analyse graphique sur Hertz, hein, c'est un peu difficile. On va regarder tout de même. Voilà, des niveaux, c'est 8 euros, mais avant d'arriver sur les 8 euros sur une société en faillite, à moins que nous ayons le même type d'engouement ici, mais bon voilà, on va pas partir sur une perspective haussière, et au niveau de la baisse, voilà, il y a peu de niveaux que surveiller sur Hertz. Voilà, nous avons un échec sous la moyenne mobile 100, mais c'est plutôt l'engouement des investisseurs. Comme je le disais, donc sur Robinhood, qui a bien servi à Hertz et à d'autres sociétés, le 21 mai, donc à 2 jours avant la déclaration de la faillite, nous avions 43 000 utilisateurs sur cette application qui étaient sur Hertz. Nous avons eu la faillite le 23 mai. Le 14 juin, il y avait 170 000 personnes qui investissaient sur Hertz. Donc ici, on comprend tout à fait voilà, cet engouement, mais attention donc notamment à ces investisseurs qui vont sur des sociétés en faillite, à un retournement extrêmement important de l'action et à une perte potentielle, un risque important. Donc pour nous, bien sûr, la tendance, même s'il peut y avoir des hausses ici qui ne sont absolument pas corrélées avec la situation économique de Hertz, surtout maintenant avec cette information, heureusement que Hertz ne peut pas émettre de nouvelles actions, et probablement, en tout cas au niveau technique, au niveau économique, il y aura un chamboulement très important sur le cours de bourse. Donc ici, attention plutôt à une poursuite de la baisse qui peut donner d'ailleurs une occasion de shorter l'action. Mais attention avec ces investisseurs qui investissent donc sur les sociétés même en faillite. On le voit sur l'intégralité des marchés, la décorrélation justement entre les fondements économiques et l'évolution des marchés. C'est un exemple tout à fait, c'est un exemple parfait chez Hertz. Attention donc à cette action qui est plutôt à tendance baissière, hein, bien sûr, elle est en faillite, mais avec voilà, des investisseurs qui investissent là-dessus, nous pouvons voir donc une nouvelle accélération. Attention donc sur Hertz, beaucoup probablement d'informations à venir dans les séances à venir également. Nous allons passer donc à une nouvelle action. Donc nous allons regarder maintenant Wirecard qui est également sous pression, 64% de baisse donc chez Wirecard. Wirecard c'est donc un système de paiement, hein, un chouchou de la bourse auparavant, allemand, donc qui était plutôt bien parti, 200 euros donc sur le plus haut historique qui a été atteint en 2018, et puis par la suite, à partir de janvier 2019, nous avons eu des soupçons, en tout cas il y a eu des soupçons, notamment soulevés par l'auditeur qui est EY, des malversations donc à hauteur de 1,9 milliard. 1,9 milliard, cela représente à peu près un quart du bilan de la société. On va le voir, hein, et on en a entendu parler depuis justement cette ouverture d'une enquête en Allemagne qui a été faite en janvier 2019. Depuis lors, il y a une volatilité extrêmement importante, des baisses extrêmement importantes également, et là nous sommes vraiment sur une baisse, en tout cas sur une date butoir. Wirecard devait donc publier ces résultats déjà décalés, donc aujourd'hui, cela a été une nouvelle fois décalé, d'où la baisse de 64%, et il y a une date butoir. Donc aujourd'hui, c'était justement parce que l'audit d'EY n'a pas permis d'écarter ces soupçons. Il y a des mouvements frauduleux sur 1,9 milliard dans différents bureaux, dans deux notamment, je ne me souviens plus desquels, mais dans deux bureaux notamment donc de Wirecard, avec des fausses facturations ou autres, et donc un bilan qui pourrait être complètement faussé chez Wirecard. D'autres soupçons avec des manipulations de cours plus récemment en 2020, et donc une société qui a complètement perdu la confiance des investisseurs. Malgré ces soupçons, on a quand même vu des rebonds extrêmement importants, même si les informations restent assez négatives. Donc cela se porte sur les 1,9 milliard, mais il y a une autre date butoir, c'est demain. Demain, c'est le dernier jour auquel peut publier ses résultats Wirecard. Sinon, il y a 2 milliards d'euros de dettes
qui deviendront qui deviendront automatiquement exigibles par les covenants, donc avec les créanciers. Donc cette date, soit plusieurs choses. Demain, nous avons une publication et puis les soupçons sont écartés, mais du jour au lendemain, cela paraît extrêmement difficile. Soit ils décident de publier leurs résultats et il pourrait y avoir justement cette confirmation de malversation. Ou au contraire, cela pourrait donner l'occasion justement de vérifier les comptes de la société un peu plus précisément au-delà de l'audit de EY, pardon. Sinon, nous avons donc un nouveau décalage qui pourrait être extrêmement néfaste. Dans tous les cas, attention à l'action Wirecard. Donc des soupçons de malversation qui ne sont absolument pas levés. Moins 65%, 2 milliards d'euros exigibles probablement demain s'il n'y a pas la publication des comptes. Les comptes devraient être aujourd'hui, ce sont les comptes de 2019. Voilà donc sur l'information. Nous aurons également très probablement des informations donc dans les jours à suivre. Nous allons regarder, voilà, Wirecard, moins 67% sur Wirecard, cela se poursuit. Bien sûr, peu de perspectives haussières sur l'action. Voilà, ici nous sommes donc sur l'action Wirecard depuis le plus haut ici de 2018. Des baisses extrêmement importantes qui ici paraissent un peu moins importantes avec la baisse que nous avons aujourd'hui, mais voilà, si on prend voilà cette baisse importante de 25% et puis qui s'est terminée sur une baisse de 50%, plus dernièrement de la même façon, voilà 47%, et on voit surtout sur l'analyse graphique que lorsqu'il y a donc ces baisses importantes, ce sont des nouvelles que nous avons eues, il y a une première baisse et il y a très généralement une continue sur plusieurs séances. On le voit ici, donc une baisse importante et puis des séances de baisse par la suite. De nouveau ici, donc première séance de baisse et puis continue une baisse qui se poursuit de façon importante. Un décrochage également ici, même si cela paraît moins important, ce sont des décrochages extrêmement importants. Donc voilà, attention à Wirecard, 65% de baisse. Nous sommes venus maintenant sur les niveaux donc, que nous n'avions pas vus depuis 2016. Sur ces supports, il y en a un à 32, nous l'avons quasiment atteint d'ailleurs, voilà, hebdomadaire, les 32 euros qui pourraient être atteints probablement avant la clôture. Sous ce niveau, les 24-25 euros, mais cela va dépendre très probablement donc de l'annonce de demain, s'il y a les résultats ou non. Nous n'attendons pas les résultats qui seront, qui a priori n'ont pas publié demain. Voilà donc sur Wirecard et voilà sur les actions. Nous terminons comme d'habitude ce Market Live donc avec deux publications. Une nouvelle publication aux États-Unis donc qui était plutôt décevant. Ici nous avons le PMI manufacturier en Allemagne qui sera publié, ce sera seulement la semaine prochaine, donc avec des publications qui attendent un léger mieux donc sur le PMI manufacturier en Allemagne, et puis les ventes de logements également aux États-Unis que nous allons surveiller justement. Le précédent à 630 000, nous attendons ici 623 000, donc tout de même des pans entiers de l'économie qui ne sont pas forcément en retour haussier, même si la consommation apparemment a progressé de façon importante. Attention donc, je le disais, les inscriptions au chômage ont légèrement progressé, en tout cas il y en a un peu moins par rapport à la publication décevante, mais une baisse extrêmement dérisoire par rapport aux 1,5 million que nous venons de voir. Et donc le marché du travail n'est absolument pas en train de s'améliorer de façon significative. Attention au V-Shep qui pour nous n'est absolument pas là, même si les marchés financiers montrent un V. Nous parlons de V-Shep sur l'économie. Pour le moment, les marchés financiers sont décorrélés complètement de l'économie et le V-Shep n'est a priori pas d'actualité. Voilà donc pour ce Market Live, vous retrouverez donc Alexandre Baradez de demain à 11 h. Nous on se retrouvera également la semaine prochaine, donc mardi à 16 h toujours pour les actions. Merci à tous et très bonne journée.